Bonjour, je m'appelle Jean-David Zetoun, je suis médecin, je travaille à Paris et je vais essayer de vous parler pendant les 15 minutes à peu près qui suivent de l'histoire de la santé humaine ou plutôt de l'histoire de l'amélioration de la santé humaine. Alors, si on regarde l'histoire de la santé humaine telle qu'elle peut être définie par l'espérance de vie étant la durée de vie moyenne à laquelle on peut s'attendre à un moment donné, depuis 500 ans, en gros, ça donne ça. Et donc, si vous regardez ce graphe, vous avez peut-être l'impression qu'il y a deux périodes, une période de stagnation et une période d'amélioration. Mais je vais essayer de vous montrer, en fait, comme le montrent les deux barres, qu'il y a plutôt eu trois périodes, ce que le graphe ne dit pas, et donc il faut rentrer dans les données détaillées pour s'en rendre compte, sur cette histoire de l'espérance de vie depuis au moins 300 ans. En gros, les trois phases. Il y a une première phase qui commence au moment de la transition néolithique, c'est-à-dire au moment du passage de chasseurs-cueilleurs au passage en société et qui est une phase en fait de grande stagnation. Après, il y a une première période d'amélioration qui commence en gros à partir du milieu du XVIIIe siècle, du moins dans les pays occidentaux qui sont les pays pour lesquels on a des données, et qui va à peu près jusqu'au milieu du XXe siècle et qui est une phase de progression continue de l'espérance de vie et qui va se faire de façon collective. Et après, il y a une troisième phase qui commence après la Deuxième Guerre mondiale et qui va jusque vers 2010 probablement, qui est une phase où le rythme de progression continue, mais pas par les mêmes moyens et de façon plutôt individuelle. La question à laquelle on n'a pas la réponse, mais je vais essayer de la poser et de vous montrer les termes de la question, c'est de savoir si depuis 2010 on est entré dans une quatrième période qui est une période de régression partielle de la santé. Alors la première phase, c'est la phase de stagnation dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une phase donc, qui commence au moment de la transition néolithique, c'est-à-dire quand les humains passent du statut de chasseur-cueilleur au statut où ils commencent à se fixer pour former des petites sociétés. C'était il y a 12 à 15 000 ans et à ce moment-là, quand les humains progressent vers une société, ils commencent à vivre les uns plus proches des autres et plus proches des animaux, ce qui veut dire aussi qui vont commencer à produire plus de microbes et qui vont pouvoir les disséminer de l'un à l'autre. Et c'est une phase à partir de laquelle, en fait, la santé va se dégrader. Donc on pense que les chasseurs-cueilleurs avaient une espérance de vie moyenne autour de 40 ans. Ce qui est évidemment pas bon, mais ce qui est mieux que les 12 000 années suivantes, puisque au moment où ils vont se former en société, on pense que les humains occidentaux vont avoir une longévité moyenne qui va être comprise entre 25 et 35 ans à peu près selon les années. Alors, c'est un intervalle qui est très large parce qu'il y avait des fluctuations qui étaient très importantes d'une année sur l'autre ou de quelques années sur les autres. Et ce qui est quelque chose qui est complètement inconnu aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand on a des variations d'espérance de vie d'une année sur l'autre, c'est même pas quelques mois. Même avec le Covid en France, pendant la première année, on a perdu 5-6 mois maximum d'espérance de vie, alors que là, il y avait des variations qui étaient beaucoup plus importantes. Et donc, ça veut dire qu'il y avait aussi des disparités entre les individus, parce qu'en fait, cette espérance de vie moyenne de 25 à 35 ans, ça n'est qu'une moyenne, et c'était une moyenne qui, comme toutes les moyennes en mathématiques, est très influencée par les extrêmes, et c'était très déséquilibré entre une grande partie des humains qui mouraient avant l'âge de 4-5 ans, donc une mortalité infantile très très élevée, entre un enfant sur 5 et un enfant sur 2 qui pouvaient mourir avant l'âge de 10 ans, et ceux qui dépassaient le stade de l'enfance et qui atteignaient à peu près l'adolescence, qui eux arrivaient à vivre parfois jusqu'à 50 ou 60 ans. Mais à la fin, ça faisait une moyenne qui était comprise entre 25 et 35 ans, avec trois causes dominantes de mortalité. On n'a pas de statistiques précises, mais on sait que ces trois causes-là ont été dominantes pendant des milliers d'années, qui étaient les infections et les épidémies. Toutes les infections ne se comportaient pas en épidémie, mais il y avait un fond endémique de base sur lequel se rajoutaient ensuite des épidémies. Deuxièmement, un problème de défaut nutritionnel, et donc avec un défaut nutritionnel chronique sur lequel se rajoutaient là encore des famine, et troisièmement, une mortalité violente qui était importante à l'époque. Aujourd'hui, la mortalité violente, c'est à peu près 8% de la mortalité mondiale. Il est probable qu'à certaines époques, ça a été plus que ça. Alors le contexte qui fait que ça se passait comme ça, c'était que les microbes étaient partout et l'environnement était complètement infectant, mais on ne connaissait pas l'existence des microbes. On ne savait pas que c'était les microbes, c'est-à-dire des germes,
qui causaient les maladies, et on croyait plus souvent que c'était dû à quelque chose qui était dans l'air, qui était des miasmes, et donc à partir de ce moment-là, les mesures de santé publique qui aujourd'hui semblent être la base n'étaient pas appliquées, et donc on se défendait mal contre les microbes d'un point de vue collectif. Ensuite, l'agriculture n'était pas du tout mécanisée comme elle l'a été après, ce qui fait que la production alimentaire était très sensible aux aléas météo, et donc il y avait des années où il y avait des bonnes récoltes, des années où il y avait des mauvaises récoltes, avec des variations de production alimentaire importantes, et donc une atteinte nutritionnelle. Au passage, les épidémies et les famines agissaient en synergie, parce que quand les gens étaient touchés par un microbe, ils restaient à la maison, donc ils ne pouvaient pas aller dans les champs pour participer aux récoltes. Donc, l'année était une mauvaise année en termes de rendement agricole, donc les gens étaient dénutris, donc ils se défendaient moins bien contre les microbes et ainsi de suite. Donc il y avait facilement des phénomènes de feedback positif, c'est-à-dire de cercle vicieux des problèmes, qui se mettaient en place et qui expliquaient l'auto-aggravation des complications et le fait qu'il y avait des variations d'espérance de vie très importantes d'une année sur l'autre. Et par ailleurs, la médecine a été complètement inefficace. Alors, jusqu'à quel moment, c'est difficile à dire, mais en tout cas, pendant des milliers d'années, on sait que la médecine n'exerçait pas un effet statistiquement détectable sur les statistiques vitales. Et donc, ni la chirurgie, ni les médicaments n'avaient un impact réel à l'échelle populationnelle sur l'espérance de vie. À partir du milieu du XVIIIe siècle, on va entrer dans une phase vraiment de santé publique où la santé va s'améliorer de façon collective et où l'espérance de vie va commencer à décoller significativement. Donc on pense que c'est vers le milieu ou la fin du XVIIIe siècle selon les pays, et c'est une phase de 200 ans, donc quand même assez longue à l'échelle de l'histoire, mais qui peut être caractérisée de façon relativement homogène, avec les trois caractéristiques que je vous ai mises sur cette diapo. Premièrement, ça n'est pas la médecine, mais c'est la santé publique qui a permis à ces améliorations de se faire. Deuxièmement, les maladies qui ont été clairement atténuées, ça a été pas du tout les maladies chroniques, mais les maladies microbiennes qui, de plus, étaient les plus problématiques quasiment, donc ça tombe bien. Troisièmement, le segment de population qui a le plus bénéficié de ces améliorations, c'est celui qui était le plus déficitaire en termes de santé, c'est-à-dire les enfants. Les enfants étaient très sensibles aux infections et aux microbes, évidemment. Et donc, à partir du moment où on a mieux lutté contre les infections, les enfants en ont profité en termes de santé. Et comme, je l'ai dit tout à l'heure, la mortalité infantile pénalisait énormément la moyenne, et ben c'était une façon très efficiente, en sauvant quelques enfants, d'améliorer la moyenne générale et donc de faire progresser l'espérance de vie de façon relativement efficace et accessoirement pour pas cher. On pense que pendant cette période, les 4 principales causes d'amélioration, c'est très difficile à déterminer rétrospectivement, mais on pense que les 4 principales causes d'amélioration de la santé pendant ces 200 ans, ça a été l'assainissement, c'est-à-dire le traitement des déchets dans les villes. Deuxièmement, l'apport en eau potable, parce que si on faisait sortir le sale, il fallait faire rentrer du propre. Troisièmement, une amélioration de l'agriculture et donc de l'alimentation de la population. Et puis quatrièmement, les premières immunisations volontaires, donc au début avec la variolisation, puis avec les premières vaccinations contre la variole. La vaccination contre la variole a été inventée en 1796 par Jenner. Et en moins de 10-15 ans, on voit que la généralisation relative de la vaccination contre la variole commence déjà à exercer un effet statistique détectable dans les données de population, avec une baisse de mortalité infantile déjà très importante, puisque la variole, c'était 10, 15, 20, 30, 40% de mortalité parfois. Toujours pour le contexte, il y a eu 2 phénomènes qui ont été décisifs, probablement, en tout cas c'est ce que les historiens nous disent, pour que cette santé publique puisse se développer. Premièrement, le phénomène des Lumières, qui est surtout né en France, même s'il y a eu des Lumières anglaises ou des Lumières allemandes, et qui a valorisé la science, la connaissance et la rationalité. Deuxièmement, la Révolution française, qui est quelque chose à la fois de conceptuel mais aussi de pratique, puisque ça a disséminé une envie de changement dans toute l'Europe. Là aussi, la Révolution, ça a commencé en France. Et on pense que ça a participé au fait que les sociétés ont pu se transformer. Un autre phénomène qui, lui, a été négatif puis positif, c'est la transition industrielle qui elle-même a généré une transition urbaine. Donc la transition industrielle, c'est quelque chose qui est perçu par les économistes comme décisif pour le début de la croissance économique dans le monde, ce qui est vrai. Au début, l'industrialisation, donc la transition industrielle, a eu un impact sanitaire négatif sur la population, et ça s'est vu notamment sur les statistiques de mortalité infantile qui se sont redégradées pendant une période, ou sur la taille humaine, par exemple, qui a diminué
dans certains pays ou dans certaines régions du monde. Donc ça a dessiné une courbe en Chine. La transition industrielle au début, ça a fait du mal. Et puis après, ça a permis la croissance économique, donc l'amélioration des standards de vie, donc le redéveloppement de la santé publique, donc l'amélioration de l'espérance de vie. Et puis il y a eu deux derniers accélérateurs d'amélioration. Un qui s'est appelé le mouvement sanitaire. Le mouvement sanitaire, c'est quelque chose qui a eu lieu au Royaume-Uni d'abord, qui d'ailleurs a été le premier pays affecté par les effets négatifs de la transition industrielle, et qui a consisté à désinfecter les villes anglaises parce que les Anglais s'étaient aperçus qu'au milieu du 19e siècle, leur ville était sale, leur environnement était infectant et que leurs statistiques justement de santé populationnelle s'étaient redégradées. Donc ça, c'est le mouvement sanitaire qui ensuite s'est déployé en toute l'Europe et qui a permis de désinfecter notre environnement de tous les jours et d'aller vers quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et le deuxième élément majeur qui, lui, n'est pas législatif ou politique, mais qui est purement scientifique, c'est la théorie des germes, puisque progressivement, au cours du 19e siècle, la théorie des germes a remplacé la théorie des miasmes et on s'est rendu compte que c'était les germes qui causaient les maladies microbiennes. Et en connaissant la nature des germes, ce que c'était, ça a aidé à améliorer la qualité des mesures de santé publique, comme le lavage des mains, comme le fait de mettre la main devant la bouche quand on tousse, de mettre des masques même parfois, et ainsi de suite. Donc la théorie des germes, qui est quelque chose de scientifique, qui a été surtout porté par Pasteur et par Koch, et un peu par Lister, c'est quelque chose qui a changé la vision du monde et qui a permis à la santé publique d'être éclairée par une réalité vraie et non pas par des idées conceptuellement fausses comme la théorie des miasmes. Après cette phase 2 qui, en gros, va donc aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on a une troisième phase qui est significativement différente, qui va s'amorcer. Et je vous ai mis ce tableau-là pour montrer que schématiquement, c'est un peu caricatural, mais c'est relativement vrai, il va y avoir des différences très importantes entre les deux phases, avec d'un côté la santé publique, comme je viens de le dire, et de l'autre côté, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la médecine et la pharmacie qui vont permettre à la longévité de poursuivre sa progression au même rythme, c'est-à-dire à peu près 3 mois par an, de gagner. Deuxièmement, les enfants ne mouraient plus, donc il ne restait plus que des adultes. Donc c'est les adultes qui ont commencé à bénéficier des progrès de la médecine et de la pharmacie. Troisièmement, les maladies microbiennes avaient été déjà assez largement réprimées, et donc il fallait maintenant commencer à lutter contre les maladies chroniques, dont les deux plus gros tueurs étaient déjà les maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est encore le cas aujourd'hui, mais à des taux qui sont beaucoup moins problématiques qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Alors en fait, ce tableau est un peu schématique, comme je l'ai dit, et il y a eu une espèce de phase d'articulation entre les années 50 ou les années 70, où il y a eu encore des progrès qui ont été faits contre les maladies microbiennes, avec pas mal de vaccins, et avec les premiers antibiotiques qui ont été industriellement développés. Le premier antibiotique, c'était la pénicilline dans les années 30, mais en fait, ça n'a pas été... Alors, c'était formidable, mais il y a eu un peu que celui-là pendant 10-15 ans, et après, il y a eu beaucoup d'antibiotiques qui ont été développés par les laboratoires pharmaceutiques dans les années 50 et dans les années 60, et ce développement a permis de lutter contre d'autres maladies microbiennes, et donc d'améliorer l'espérance de vie. Donc ça, c'est une courbe qui vous montre le déclin de la mortalité cardiovasculaire sur une longue période. L'intérêt, la raison pour laquelle je vous la montre, c'est pour vous montrer que même après les années 2000, c'est-à-dire quand on avait déjà atteint un taux de mortalité cardiovasculaire qui était bas, ça a continué de baisser. Alors que à tous les moments de cette courbe, il y a des gens qui disaient « on est au minimum, on ne fera pas mieux, ça ne baissera plus, donc il n'y aura plus de progrès ». En fait, si ça a continué à progresser du point de vue médical et donc à régresser du point de vue de la mortalité, y compris après les années 2000 ou au courant des années 2000, alors qu'on avait déjà atteint un niveau qui était beaucoup plus bas que des dizaines d'années avant. Pour la mortalité par cancer, c'est pareil, c'est un échantillon de pays, ça baisse, on voit que ça baisse plus lentement. Ça a été relativement plus facile de faire baisser la mortalité cardiovasculaire grâce aux antihypertenseurs et aux diurétiques, grâce au pontage cardiovasculaire ou grâce à la lutte contre le tabagisme, que de faire baisser la mortalité par cancer, probablement parce que les cancers, ce sont des entités qui sont beaucoup plus hétérogènes. Il y a plusieurs cancers par organe, et il y a des dizaines d'organes, donc des centaines de cancers différents, et ça a été relativement plus difficile de lutter contre le cancer, même si les 3
armes principales que sont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie ont toutes progressé pendant le XXe siècle. Et donc il y a des cancers qui en ont plus bénéficié que d'autres et dont la mortalité a nettement diminué. Et au total, elle a aussi diminué. Et donc finalement, on voit que depuis les années 50, la longévité continue de s'améliorer de façon remarquablement linéaire, toujours à ce rythme de 3 mois par an à peu près qui sont capturés, et elle finit par atteindre entre 77, 78 et 88 ans dans certains pays du monde, avec une différence assez nette entre les hommes et les femmes. Les femmes, au XXe siècle, ont toujours eu une significative avance de longévité par rapport aux hommes pour plein de raisons qu'on ne peut pas détailler aujourd'hui. Cette progression a produit ce que les démographes ont appelé la compression de la mortalité ou la rectangularisation de la courbe de survie, c'est-à-dire que jusqu'au début du XXe siècle, on pouvait tous s'attendre à mourir avec une probabilité relativement équivalente quel que fût notre âge, et à partir de la fin du XXe siècle, eh bien, la mortalité s'est compressée à la fin de la vie. Et aujourd'hui, on peut tous s'attendre à mourir entre 65 et 90 ans en gros. Et donc, ça produit cette compression et donc cette rectangularisation, comme j'ai essayé de la matérialiser, de la courbe de survie. Alors, le contexte aujourd'hui n'est plus complètement le même. Et c'était déjà le cas avant la pandémie de Covid-19, puisque à partir des années 2000, pas mal d'indicateurs épidémiologiques se sont détériorés. Donc d'abord, on a eu l'espérance de vie qui a arrêté de progresser dans certains pays riches, c'est le paradoxe, comme les États-Unis ou comme le Royaume-Uni, voire qui a baissé, ce qui a été le cas plusieurs années de suite aux États-Unis, bien avant le Covid-19. Et donc, c'était déjà un premier signal qui a été très remarqué, mais qui venait de loin, puisque dégrader une espérance de vie, ça prend du temps. Ensuite, il y a eu une hausse de mortalité de maladies chroniques. Et donc, à la fois les mortalités cardiovasculaires et pour certains cancers, dans certains pays, là encore, dans des pays riches. La mortalité cardiovasculaire a commencé à stagner ou à augmenter, donc aux États-Unis, je l'ai dit, mais aussi au Royaume-Uni, en Australie, en Autriche, au Mexique, qui ne sont pas des pays sous-développés. Et on pense que l'obésité a joué un rôle très important là-dedans, par exemple. La mortalité infantile augmente depuis 10 ans en France. Une équipe française a publié un article en septembre qui s'est aperçu rétrospectivement qu'il y avait eu un creux de mortalité infantile dans les années 2000, un plateau, et que ça a remonté à partir de 2012. Et quand la mortalité infantile augmente, évidemment c'est un drame pour les enfants qui meurent, mais ça témoigne avant tout de la mauvaise santé des mamans qui fument ou qui sont obèses et qui donc font naître des enfants qui sont plus fragiles et qui sont plus susceptibles de mourir de façon extrêmement prématurée. Donc là encore, c'est un mauvais signal. Et puis dernièrement, l'impact des maladies mentales était parfaitement stable depuis 30 ans, donc aucune amélioration, alors qu'il existe des antidépresseurs qui sont en plus génériques et donc qui ne sont pas chers. Et récemment, ça s'est un peu accentué, probablement sous l'effet de la pandémie. En parallèle de toutes ces mauvaises nouvelles qui sont des mauvaises nouvelles directes sur la morbidité, on a des risques, c'est-à-dire les causes directes des maladies, qui sont en augmentation au XXIe siècle. Et alors il y en a beaucoup, il y en a certains qui baissent, qui sont les risques liés au développement, il y en a certains qui sont à peu près stables, et puis il y en a certains qui augmentent. L'alcool, les drogues, et les deux plus problématiques à cause de leur taille et de leur trajectoire, qui sont la pollution au sens large, la pollution est en baisse dans les pays riches mais en hausse dans le monde, et l'obésité qui est en baisse dans 0 pays du monde. Je vous remercie.